Le charron traçait son sillon toxique dans le vide, un cercueil flottant pour cargaison et pour l'âme de son pilote. Mes mains, sur les commandes, effectuaient les micro-corrections. Une routine gravée dans la chair, dans les cicatres qui dessinaient des cartes de vieilles blessures sur mes phalanges. Je fixais la ligne rouge du trajet sur l'écran principal, une veine artificielle dans le noir. Le silence n'était plus un silence, mais un bourdonnement sourd. Le ronron des systèmes de survie, le gémissement lointain de la coque, le souffle recyclé de mon propre corps. Je m'étais arrangé pour que ce bruit-là devienne un mur contre le reste. Mais aujourd'hui, les souvenirs trouvaient des fissures. L'odeur du sein de café brûlé, la même que Lyra détestait. La façon dont la lumière des panneaux éclairait la console, identique à celle de la petite cuisine sur Proxima B, le soir où j'avais annoncé le dernier contrat. Je n'avais pas vu son visage se fermer. J'avais vu une porte, et je l'avais franchie. Je respirais un air qui sentait la poussière métallique et la fuite. Mes doigts tremblaient. Ils tremblaient toujours, sauf sur les commandes. Là, ils étaient de pierre, d'acier froid, une extension du charron. Je préférais ça. L'écran de communication s'alluma d'un rouge urgent, un halo sang dans la pénombre. Le bip strident lacéra le bourdonnement, tranchant net le fil de mes pensées. Pas un message, un ordre, code de priorité absolu, chiffré, émanant d'une source officielle estompée. Mon estomac se serra, une vieille crampe familière. Je déchiffrai l'essentiel, détournement immédiat. Coordonnées Phobos 7. Aucun refus n'est une option. Je restais immobile. Le point rouge clignotait, insistant. Ma routine, ce cocon d'oubli méthodique, venait de se briser net contre cet écran. Le silence qui suivit le bip était différent. Il était lourd de ce qui allait venir. Les coordonnées de Phobos 7 clignotaient. Puis, le nom du contact prioritaire à extraire, Lyra Vex. Le vide dans ma poitrine se remplit d'une anxiété glacée. Lyra. Le rouge de l'écran se reflétait dans la vitre, teintant le vide d'une lueur de blessure. Mes doigts sur le clavier étaient redevenus de pierre. Le reste de moi était une tempête silencieuse. Je fixais le nom. 14 ans. 14 ans que je n'avais pas prononcé ce nom, que je l'avais enfoui sous des couches de chiffres de trajectoire et de bruit de fond. Un ordre, un détournement, vers elle. Mon premier réflexe fut une nausée physique, un recul de tout mon être vers la routine, vers la fuite. Je pouvais falsifier un rapport de panne système. Le charron était assez rouillé pour que ce soit crédible. Je pourrais continuer à tourner en rond, mort parmi les vivants. Le souvenir frappa, non pas comme une image, mais comme une sensation. Le poids d'une petite main dans la mienne, un après-midi sur un quai d'embarquement trop lumineux. Puis, le vide de cette main quand je l'avais lâchée. Je n'avais pas simplement tourné le dos. J'avais ouvert une porte derrière moi et la noirceur s'était engouffrée pour les prendre, elle et sa mère. L'ordre clignotait, insistant, final. Je n'entendis pas le bourdonnement des systèmes ni le grésillement des communications lointaines. J'entendis seulement le silence que j'avais laissé derrière moi. Un silence que j'avais payé de tout, sauf de ça, pas de ça. Mes mains, d'elles-mêmes, se mirent en mouvement. Les commandes répondirent avec un grognement métallique. Je saisis le levier de trajectoire principale, sentant la vibration du vieux moteur à travers le métal froid. Je l'engageai. Un chuintement d'hydraulique, puis une poussée sourde dans le dos du fauteuil. Les étoiles fixes sur le hublot commencèrent à glisser lentement, puis avec une détermination croissante. Le charron et son convoi de cercueils flottants pivota. La nouvelle trajectoire s'inscrivit en lignes vertes acérées sur le cartographe, une flèche droite et implacable. Elle pointait vers Phobos 7, vers Lyra, vers tout ce que je fuyais. Le charron s'enfonça dans l'ombre de la super-Jupiter. Sur les scanners, les premières signatures de l'SM lunaire scintillaient comme des yeux affamés. Je savais que je volais droit vers le remords, que j'avais fui toute ma vie. Les premiers chasseurs silices émergèrent des nuages de poussière, comme des frelons géants. Leur coque luisant d'une lueur organique et mortelle. Je clignais des yeux. Leur signature était trop nette, trop proche. Ils n'étaient pas censés être déjà là. Un bip strident déchira le silence du cockpit. Le système de détection avait verrouillé 5, non, 6 cibles.
Elles convergeaient. Mes mains se posèrent sur les commandes. Le tremblement habituel avait disparu, remplacé par une rigidité de pierre. Je n'avais pas d'armes. Seulement le poids mort du charron et ses réacteurs fatigués. Le premier éclair passa à bâbord, une vrille d'énergie qui lacéra un pan de nuages poussiéreux. Le vaisseau tangua. Les alarmes hurlèrent. Je coupais le son. Le silence qui suivit était pire, bourré de la menace des chasseurs qui se repositionnaient. Mon doigt pianota sur le terminal de communication, cherchant désespérément le signal de détresse, le balisage du KL. Rien que du bruit blanc et des crépitements parasites. Puis, une voix humaine, rauque, saturée de peur et de rage. « Te dans les débris, ils sont partout, le hangar, KL !» Un autre éclair, celui-là toucha, le charron vibra comme un gong frappé. Les lumières vacillèrent. Un panneau d'alimentation explosa dans un nuage d'étincelles. L'odeur âcre du métal brûlé et de l'isolant cramé remplit le cockpit. Je serrai les dents, poussant les manettes contre le tableau. Le charron grogna, plongeant vers un amas de roches plus dense. Une silhouette, une signature de chaleur qui ne pouvait être qu'un vaisseau, apparut sur le cartographe, perdu dans un champ de débris métalliques. La voix de Kael revint, plus claire cette fois, tendue à se rompre. « Si vous voulez survivre à la prochaine vague, pilote, suivez mon balisage et préparez-vous à voir l'enfer. » Kael, le visage strié de sueur et de cicatrices, pointa un doigt tremblant vers l'hologramme pirate de Phobos 7. « Elle n'est pas dans les quartiers, elle est au réacteur cœur, c'est l'APA. » Le point lumineux clignotait, enfoui au centre de la station. Un piège, bien sûr. Les Saïm ne consomment pas, il convertit, continua-t-il, son œil mécanique balayant les données. Il veut le réacteur. Une réaction en chaîne contrôlée, pour alimenter une expansion exponentielle. Ta fille est la clé qu'il a laissée dans la serrure. Le sol vibra. Pas un impact. Un frisson profond, comme si la carcasse du charron venait de pousser un soupir. Ils savent qu'on est là, gronda Kael en pivotant vers son écran de bricolage. Ils ont gobé le leur, mais les alarmes hurlèrent en chœur. L'écran radar devint une nuée de points acérés, une douzaine de chasseurs silice, fendant les débris en formation serrée. Trop rapide, trop proche. La salle des conduits, aboya Kael en se précipitant vers l'échelle. Maintenant, je le suivis. Le boyau étroit était tapissé de câbles arrachés et de vapeurs sifflantes. Il se jeta derrière un panneau de distribution, sortant un petit boîtier de sa poche. Son regard croisa le mien, une lueur froide dans le bleu de son œil artificiel. « J'ai une dette envers eux aussi, dit-il. Puis il actionna le boîtier. Une détonation sourde ébranla le vaisseau, suivie d'un silence de mort. Toutes les lumières s'éteignirent. Le bourdonnement des systèmes cessa. Seul le grésillement des communications pirates subsista. Protocole silence total. Ça leur prendra 30 secondes pour nous relocaliser. » Il avait à peine fini sa phrase qu'un grattement métallique, sec et multiplié, résonna sur la coque au-dessus de nous. Comme des pattes d'insectes, ils étaient déjà à bord. Kael poussa un juron, attrapa un extincteur carbonisé. La passerelle! Il me bouscula vers l'échelle. Je grimpais. Une silhouette sombre, anguleuse, tomba du plafond derrière lui. Je vis le flash bleuté d'un outil de soudure transformé en arme, un cri étouffé, puis le bruit humide d'une pénétration. Je ne me suis pas retourné. J'ai couru. Le cockpit était éventré. Un trou grand comme un homme déchirait le dôme d'observation, laissant entrer le froid du vide et la lueur malade de la super Jupiter. Les débris flottaient, silencieux. Kael ne me suivrait pas. Seul dans l'épave du charron, entouré du silence des morts et des gémissements de la coque, je fixais le journal de bord éteint. Une seule option, folle et suicidaire, clignota dans mon esprit. Le protocole charron. Les alarmes étaient muettes. Dans le silence funèbre du charron mourant, où seuls crépitaient les spores de l'essème colonisant les consoles, Elaron posa ses mains sur les commandes froides. Ses doigts, d'habitude tremblants, étaient stables. Il entra la séquence, 3 codes que tout capitaine de ferry apprend et prie pour ne jamais utiliser. Un clic sourd retentit dans la coque. Toutes les lumières s'éteignirent, plongeant le cockpit dans un noir que seule trouait la lueur pourpre de la géante gazeuse.
Le bourdonnement vital des systèmes se tut. Le silence fut total, absolu, plus lourd que le vide. Le protocole Charon, dernier souffle d'un vaisseau cercueil. Je tirais sur le joystick de navigation manuelle, une résistance mécanique pure. Sur l'écran de secours alimenté par batterie, je traçais la trajectoire. Une ligne droite, une flèche. Elle traversait la ceinture de poussière la plus dense, ces débris incandescents qui striaient l'atmosphère supérieure de la super-Jupiter. Puis, elle plongeait, droit vers le cœur de pression et de feu. L'ESAIM voulait le réacteur cœur, il aurait droit à un soleil en miniature. Mes mains planaient au-dessus du clavier du journal. J'enregistrais. Ma voix était rauque, étrangère. Lyra, si tu entends ça, sache que le piège se referme sur le chasseur. Reste à l'abri. Et sache que ta mère avait raison. Je n'étais pas digne de vous, mais ceci, je peux le faire. Je coupais l'enregistrement. Je n'effaçais pas. Le Charon, devenu un cercueil silencieux et déterminé, commença sa chute vertigineuse, traçant un sillon de feu à travers les poussières ardentes, droit vers le cœur de la tempête. La coque du Charon hurlait, arrachée atome par les poussières incandescentes, tandis que devant lui, le noyau pulsant de l'essaim s'ouvrait comme une fleur monstrueuse prête à l'engloutir. Les vibrations traversaient le fauteuil, remontaient dans mes os. Une chaleur d'étuve suintait à travers les plaques de blindage. Par le hublot brouillé, la nuée n'était plus qu'un mur de mouvement, de formes argentées qui se pressaient, convergeaient vers le centre, vers moi. Le cœur de l'essaim brillait d'une lumière froide, une pseudo-étoile tissée de faisceaux de données et de volonté pure. Je percevais sa pression non sur les instruments morts, mais dans mon crâne, un bourdonnement statique qui cherchait une prise. Approche, inefficace. Les mots n'étaient pas des sons. Ils naissaient dans ma chair, un plan rudimentaire saturé par le champ de conscience. Cessation, assimilation. Je serrais les commandes. Mes mains ne tremblaient plus. Le Charon n'était plus un vaisseau. C'était un projectile. Un dernier calcul, fait des heures plus tôt, brûlait derrière mes yeux. Trajectoire, masse, l'énergie potentielle de la chute convertie en impact. Le réacteur cœur, toujours en surchauffe critique dans ses flancs, n'attendait qu'une déformation structurale pour libérer son enfer. Les premiers drones silice heurtèrent la proue. Des impacts secs, métalliques, comme une grêle d'acier. Puis, ils s'accrochèrent. Ils commencèrent à découper. Des gerbes d'étincelles jaillirent sur la gauche, là où le bouclier thermique avait cédé. L'air siffla, fuyant par une déchirure. Le bruit devint assourdissant, un gémissement continu de métal torturé. Je ne détournai pas les yeux du noyau. L'ESAIM comprit l'intention trop tard. La logique fanatique butait sur le sacrifice, une variable qu'il n'avait pas pondérée. La nuée se contracta violemment, tentant de former un mur de chair mécanique. Trop dense, trop lent. Le Charon, muet et têtu, trancha cette mer d'argent. L'impact fut un silence. Pendant une fraction de seconde, tout son cessa. La lumière du noyau m'enveloppa, liquide et invasive. Je sentis un tiraillement, non physique, mais mental. Un appel, une promesse d'unité, de fin de la solitude déchirante. Une image de Lyra, souriante, forgée à partir de mes propres souvenirs volés. L'appât ultime. Puis la proue défoncée du Charon toucha le centre de la lumière. Le monde devint blanc, et dans ce blanc, un craquement. Un seul, profond, comme l'échine d'une planète qui se rompt. Le réacteur cœur céda. La déflagration fut muette dans le vide relatif de la nuée, mais je la vis. Une vague, d'abord pure énergie, puis matière vaporisée, éventrant l'ESAIM de l'intérieur. Les liens de données se brisèrent en cascade. La conscience unique se fragmenta en milliers de cris silencieux, puis en millions de fragments désorientés, puis en poussière inerte. La fleur monstrueuse se flétrit, se désagrégeant en un nuage de débris argentés qui s'éparpillèrent, avalés par les courants violents de la haute atmosphère. Le Charon était mort bien avant, morcelé, vaporisé en partie. Ce qui restait de la section de commande, un cocon tordu, fut éjecté de l'épicentre par le souffle. La coque rougit, au rouge-blanc céda enfin. Le vide et le feu entrèrent.
Je n'eus pas le temps de sentir la chaleur. L'alerte prioritaire sur Phobos 7 s'éteignit 47 minutes après l'anéantissement de la signature de l'ESM. Les drones restants, orphelins, tombèrent comme des pierres. Dans un sas de décontamination de la station, Lyra Vex, tremblante sous une couverture de survie, regardait l'écran tactique. La nuée disparaissait. Le champ de débris se dispersait. Un officier de la sécurité lui parlait, des mots sur l'évacuation, sur sa sécurité. Elle ne l'entendait pas. Elle fixait le point lumineux qui avait été le transpondeur du charron et qui s'était éteint sans un signal de détresse. Elle partit sur le premier transport médical. Elle ne pleura pas encore. 14 ans plus tard, le cockpit du passeur était silencieux, bercé par le ronronnement des moteurs à induction. Lyra Vex, aux commandes, les épaules droites, les mains stables, parcourait la ceinture de Persée. Elle avait le même regard déterminé que sa mère, mais avec la froideur de l'espace profond dans les yeux. L'objet de sa quête était une épave, identifiée par des prospecteurs. Un morceau de coque torsadé, portant encore des traces de la peinture grise et du nom à moitié effacé. Char, à l'intérieur du compartiment blindé, calciné mais intact, se trouvait le disque noir du journal de bord principal. Elle l'écouta dans son quartier alors que son vaisseau était en drift stationnaire. La voix rauque de l'homme qu'elle avait haï, qu'elle n'avait jamais vraiment connu, emplissait la petite pièce. Elle entendit les mensonges, les demi-vérités, puis l'ordre de détournement, et enfin, le dernier enregistrement. Lyra, si tu entends ça, sache que le piège se referme sur le chasseur. Reste à l'abri, et sache que ta mère avait raison. Je n'étais pas digne de vous, mais ceci, je peux le faire. Il y eut un bruit après ça, un souffle, peut-être le début d'un autre mot jamais formulé, puis le silence définitif de l'enregistrement. Lyra ferma doucement le journal, laissant ses doigts reposer sur la couverture usée. Par le hublot, les poussières de la ceinture de Persée dansaient, éternelles et paisibles. Elle sourit, enfin en paix. Le paiement est reçu, père. La dette est effacée.